Bonjour, c'est Iso, bienvenue sur la chaîne de la supraconscience vibratoire. Aujourd'hui, nous allons faire une capsule numéro 2 sous forme de questions-réponses. La formule avait beaucoup plu aux gens, donc on remet ça. Et pour me poser des questions, je suis accompagnée de mon ami, Monsieur Chevalier. Bonjour. Bonjour Iso Sinclair, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. J'ai hâte de voir les questions que vous avez préparées. Oui. Donc, Je vais commencer par la première question. Allez-y, allez-y. Pouvez-vous nous donner une définition simple? Qu'est-ce que la supraconscience vibratoire? OK. La supraconscience vibratoire, pour vous donner une définition brève mais très complète, c'est le mouvement de l'esprit de l'homme en dehors du monde de la mort. Bon. Ça englobe tout. Par monde de la mort, je veux dire tout ce qui est astral, astralité. Intéressant. Prochaine question. Est-ce qu'il y a une différence entre la transmutation et la transformation? Oui, il y a une différence, il y a une grosse nuance et je suis contente que tu poses la question parce que c'est important de savoir la différence entre les deux. La transformation est principalement astrale. La transformation, ça fait progresser un individu. Quelqu'un qui est en processus de transformation, c'est appuyé par la personne elle-même. C'est elle qui décide volontairement de faire certains changements dans sa façon d'être ou ses comportements, dans son attitude. Donc, la transformation, c'est psychologique et ça rejoint le domaine spirituel. Tandis que la transmutation, elle fait évoluer l'individu. Fait que tu vois la différence? La transformation faisait progresser et la transmutation, elle, fait évoluer. Elle est systémique, contrairement à l'autre qui est astrale. Oui. Et c'est une vibration par les forces. C'est des forces qui viennent et qui font prendre conscience à la personne. Qui font prendre conscience de la personne. La personne prend conscience d'elle-même. Elle prend conscience du réel. Et est capable, ensuite de ça, d'intégrer des principes qui sont non matriciels. Alors, la transmutation touche le mode psychique et elle est du domaine éthérique par rapport à l'autre. Et un déplace des émotions, tandis que l'autre neutralise des centres émotionnels. Ça, c'est important. Je comprends. Ça, c'est super important. Donc, je vais le répéter parce que c'est vraiment important. L'un, la transformation, déplace les émotions. Ça ne fait que déplacer. Et l'autre neutralise les centres émotionnels. Donc, l'homme nouveau doit transmuter. D'accord. Peux-tu nous dire la différence entre un homme conscient versus un homme de l'évolution? Oui, un homme inconscient, ça existe à travers l'astralité et l'expérience. Tandis qu'un homme nouveau vit mentalement et d'événements. Donc, dans cette phrase-là, on a exister versus vivre et on a expérience versus événement. Un homme nouveau, lui, est plus intéressé à avoir de l'expérience dans sa vie, est plus intéressé à expérimenter. Il est intéressé plutôt à s'étudier. Il étudie. Il sait pourquoi les choses lui arrivent. Un homme ne peut pas subir tout le temps les mêmes revers. Il doit savoir pourquoi ces choses-là lui arrivent. Donc un homme nouveau, lui, il vit d'événements. Un événement lui arrive, il étudie, le comprend, le neutralise. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui. Tandis qu'un homme de l'évolution, lui, il vit d'expérience, il cherche l'expérience et tourne toujours en rond. C'est pas pourquoi ça lui arrive, il n'est pas au courant de sa programmation. Et l'expérience, ça se limite toujours à la perception sensorielle matricielle. Les gens réagissent par réaction émotionnelle au lieu d'action décisionnelle. Un homme nouveau, c'est un être qui est farouchement décisionnel. L'homme de demain va transmuter sa mémoire pour être conscience universelle.
L'homme nouveau, il ne se servira plus de son passé pour interpréter son présent. Il va se construire sur des bases nouvelles. Il va se réinventer, c'est-à-dire qu'il va devenir réellement créateur et cesser d'être le réceptacle des rebuts de l'astral. Tant qu'à être parti dans les différences, peux-tu nous parler de la différence entre la force et la puissance? La force appartient au domaine de l'âme et la puissance appartient au domaine de l'esprit. Donc, plus d'esprit, Plus de puissance. La puissance. Moins d'astralité. Oui, moins d'astralité. Donc la puissance va aller englober la force. C'est bien d'avoir de la force, c'est encore mieux d'avoir de la puissance, puisque ça a rapport avec l'esprit. Là, j'ai une question intéressante, assez particulière. Que représente l'acte du tatouage? Oui, c'est particulier, je ne m'attendais pas à cette question-là, mais c'est assez pertinent parce que c'est une grosse mode en ce moment. Ben oui. Les gens sont tatoués, beaucoup. Oui, c'est intéressant. Attends une seconde. Tatouage. Qu'est-ce que le tatouage? Je vais vous en parler du tatouage d'une façon occulte. Je ne vais pas vous dire si c'est bon ou si c'est mauvais. On ne le polarisera pas. Le tatouage, occultement, c'est un rite magique. Bizarrement, en fin de reset, il est encouragé. C'est une mode, comme je te disais, c'est encouragé. De plus en plus, oui. Mais en début de reset, c'était découragé par le demi-urge. Il ne voulait pas que ces créatures se fassent tatouer. Et aujourd'hui, en fin de reset, ça ne le dérange pas. Même ça l'arrange. Si tu veux, je vais t'expliquer pourquoi. Oui. On est tous impatients de le savoir. Au début de Reset, le demi-urge en personne a dit dans la Bible, vous pouvez aller vérifier si vous voulez, c'est dans Lévitique 19-28. Je ne pourrais pas vous dire mot pour mot là, ce que ça dit. Allez voir, c'est marqué qu'il interdit à ces créatures de se faire une marque sur le corps ou même une coupure, je crois. Donc, aucune scarification, aucune marque, aucune empreinte, rien. Donc, il l'interdit. Pourquoi? Parce qu'au début de Reset, les gens étaient beaucoup plus près de la gnose. Ils savaient des choses. Les peuples anciens se tatouaient consciemment. Aujourd'hui, on se tatoue n'importe quoi pour faire beau. Et c'était pas comme ça chez les peuples anciens, les chamans. C'était pour eux souvent ils allaient chercher une force là-dedans. Ceux qui pratiquent des arts martiaux se faisaient des fois tatouer un tigre pour acquérir les propriétés de l'animal. Et oui, c'est le fait est là. Donc, ces gens-là qui pratiquaient les arts martiaux choisissaient une capacité qu'ils n'avaient pas, se le faisaient tatouer, ils pouvaient avoir de la vitesse. Là, il me montre le tigre, mais il y en a d'autres. Je ne sais pas s'il y avait le singe aussi, ou en tout cas, c'était des tatouages assez précis. Symboliques. Qui apportaient une force. Et ça, le demi-urge savait que ça apporterait de façon permanente à la créature quelque chose. Donc, il l'a découragé. En fin de reset, il l'encourage parce que les gens le font d'une façon complètement inconsciente. Donc, si vous vous faites tatouer une étoile, un soleil, une lune, un ange, écoute, c'est la pire chose, ben, vous allez vous relier au monde de l'astral. Ça va... Après ça, c'est permanent. C'est ça, et c'est donner son consentement. C'est donner son consentement. C'est comme marquer le bétail, là. Donc, on consent à revenir et on consent éventuellement... Ben, on consent à cette énergie-là. Souvent, les gens, ils savent pas l'occulte avec... ça va être des roses, des fleurs. Parce que je parle pas nécessairement d'une tête de mort, là. Ça peut être des choses très innocentes, mais qui peuvent vous piéger. On peut annuler, on peut neutraliser les tatouages qu'on a. Pas nécessaire d'aller se le faire enlever au laser. Si vous voulez le faire faire, vous pouvez.
C'est coûteux, c'est douloureux, mais sinon, vous pouvez le faire avec votre intention. Mhm. Votre intention va faire que vous allez neutraliser ce que vous avez fait par votre inconscience. Alors, pourquoi c'est si puissant un tatouage? C'est parce que ça implique le sang. Quand on se fait tatouer, on saigne tout le temps. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'actes magiques. Et il y a une grande hypocrisie par le demi-urge par rapport au tatouage. Très grande hypocrisie, car je vous ai dit que dans Lévitique, il interdisait le tatouage. Et pourtant, lui, il en a un. Il a un tatouage. Oui, il y a un tatouage sur la cuisse. Okay. Et dans Révélation 19:16, Jean a eu une vision qui a pensé être le Christ, mais en fin de compte, ce n'est pas le Christ, c'est le demi-urge, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo. Il se fait souvent passer pour Jésus. Et c'est marqué dans la Bible qu'il a sur la cuisse quelque chose d'écrit. Ok. Veux-tu savoir ce qui est écrit? Ben, on veut tous savoir. Alors, je disais tantôt qu'on se fait tatouer pour une raison, pour aller chercher ce qu'on n'a pas. Quand on veut acquérir de la vitesse, les karatékas se font tatouer un tigre. Alors lui, il a de tatouer sur la cuisse « Je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs ». Il a besoin de se faire tatouer ça. Oui, oui. Donc, il y a une hypocrisie totale. Il ne veut pas que les créatures se fassent tatouer, pourtant lui, il en a un tatouage. Et s'il était vraiment Dieu... Il n'aurait pas besoin. Non. Donc, lui-même se sert de ce rite magique-là à son avantage. C'est fort, hein? Ouais, ça, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Il faut que les gens le savent. Si vous faites tatouer quelque chose, faites-le consciemment. Un homme nouveau n'a besoin d'aucun tatouage. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il est hors astral. Ça reste quand même de l'astralité. Ça reste quand même une forme. Ça reste quand même... on n'en a pas besoin. Quand tu es connecté avec ton esprit, t'es complet. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des éléments extérieurs à toi pour te mettre sur le corps. Ça fait partie de l'involution. Donc, dans l'évolution, il y avait des peuples qui l'avaient compris, qui en ont tiré avantage. Il y en a d'autres qui c'est à leur désavantage. Et le demi-urge a un tatou pour l'aider à appuyer. À affirmer un peu plus. Oui, exactement. Sa fausse... c'est presque un manque d'assurance. Exactement, oui. Exactement. Oui. C'est un manque d'assurance. C'est presque humain. C'est inhumain parce qu'il n'y a pas d'humanité. L'humain n'est pas encore arrivé sur la Terre. Ouais. Pas encore. Mais bientôt, avec la 6e race, on va pouvoir commencer à parler d'humain. Il y a un sujet qui m'intéresse, c'est les gardiens du seuil. Mm-hmm. D'ailleurs, pas mal de gens sont intéressés par ce sujet. J'aimerais qu'on en parle. Mm-hmm. Oui, les gardiens du seuil, il y a 3 gardiens qu'un initié va devoir affronter avant de quitter la matrice. C'est seulement les initiés qui affrontent les gardiens du seuil parce qu'une personne qui va connaître une mort noire, c'est-à-dire qui va mourir et s'en aller en astral presque immédiatement, va être récupérée. Ça se fait avec une facilité incroyable pour les entités qui ont cette fonction de ramener les âmes dans le monde de la mort. Mais pour une personne qui est consciente, qui arrive dans le sas, si vous avez regardé les anciennes vidéos, vous savez, on arrive dans le sas, une personne qui n'est pas trop intéressée à aller vers la fausse lumière, il va avoir ce que moi j'appelle des épreuves, et sous forme de gardien du seuil. Il y en a 3. Le premier, c'est toujours le même principe. Le premier gardien va essayer de vous amadouer avec tout ce qui est amour, tout ce qui est douceur, tout ce qui est... S'il reste un peu de spiritualité en vous, vous êtes cuit. Si vous êtes capable d'affronter
Donc c'est l'apparition de... C'est l'apparition de, si vous croyez en Jésus, là, c'est le moment. Là, ça va être lui qui va venir, qui va essayer vraiment de vous spiritualiser. Le premier gardien, il va d'où, lui? Il va mollo. Et la plupart du temps, les gens flanchent au premier. Donc il est reconduit dans l'astral. Automatiquement. Mais avec à un une moment donné, facilité. il s'en rend compte qu'il a été pris au... Tu parles du mort? Ouais. Ah, ben, il s'en rend compte quand les portes sont fermées derrière lui. Ouais, L'autre, il enlève son masque. Ben, des fois, il ne l'enlève pas, mais si la personne a un petit peu de lucidité ou un doute qui surgit, enlève son masque, ben, c'est peut-être pas Jésus qui est derrière. Il y a comme on l'a vu dans la dernière vidéo, la personne, l'entité est désemparée. Oui, après, ce qui attend le défunt, c'est le monde de la mort, c'est-à-dire la stérilité, c'est l'ennui, c'est la stagnation. Hein? Les morts s'ennuient énormément. Alors ça, c'est le premier gardien. Le premier gardien du sol, il va essayer de vous avoir par le côté doux, le côté mielleux. Si vous êtes capable de rester de glace par rapport à cette séduction-là, le deuxième gardien va se présenter à vous. Lui, c'est tout ce qui a rapport avec la peur. Donc, si vous avez en vous une peur, lui la connaît et il va vous la manifester. Ça paraît anodin, mais je peux vous garantir que c'est quelque chose. Si on n'a pas réussi à dépasser ses peurs... il faut absolument qu'un initié ait zéro peur. Et ça, l'entraînement se fait à tous les jours. Hein. Des fois, les gens ils se demandent quoi faire. Il y a de quoi à faire là, jusqu'à temps de la fin de votre programmation. Il faut vraiment vous identifier ce qui pourrait vous effrayer et toujours avoir en tête que c'est une illusion. Il n'y a pas de peur. Face à un événement, une situation de peur, quoi faire? Et qu'est-ce qu'il faut... Tout de suite, il faut être conscient que c'est une illusion. Je vais vous raconter une anecdote. À un moment donné, je suis pris en astral par des entités assez effrayantes et qui me font peur. Quand je suis arrivée dans mon lit, quand j'ai réintégré mon corps de chair, l'ajusteur m'a dit « De quoi t'as peur? T'es dans le pire ici, dans la matrice. Il n'y a rien de plus épeurant que l'incarnation. Vous êtes dans le plus... Dans le pire. Oh oui. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'après ça, tu peux me montrer n'importe quoi, je n'ai pas peur. Ça peut pas être pire que que notre condition ici. Tout le reste, ce n'est que une projection psychologique, c'est notre écran mental, c'est un film, n'ayez pas peur, ayez peur de rien, ayez peur peut-être d'une chose, c'est de vous faire attraper, de rester ici. Et savez-vous, est-ce que tu sais, c'est quoi l'antidote de la peur? C'est la colère. Ça, c'est la colère vibratoire peut te sauver de toute peur parce que ça va devenir une insulte. Transmuter. C'est de prendre cette énergie de peur puis la mettre en colère, dire comment oses-tu vouloir me faire peur? Oh. Ça, là. Ça, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. C'est très puissant. Et la colère, eux, ça leur fait énormément peur. Donc, c'est plus vous qui va avoir peur, c'est l'archonte qui va avoir peur. Parce qu'une colère vibratoire est très puissante. Tandis qu'une colère émotionnelle, ça, ils recherchent ça. Ils aiment que les gens soient en colère les uns envers les autres. Mais une colère vibratoire, c'est une colère qui est dirigée vers les plans. C'est une colère dirigée vers eux. Fait que ça, c'est un tuyau qui peut vraiment vous sauver. Alors, si vous arrivez à dépasser la peur, qu'il vous montre n'importe quoi, puis que vous restez encore une fois de glace face à ces projections, il y a un troisième gardien qui va se présenter à vous. Lui, il est plus pervers, il est plus subtil, parce qu'il va se présenter à vous, il va vous poser une question. Alors, ça peut être aussi anodin que « Qui es-tu? » ou « Que veux-tu? » Mon conseil, c'est... C'est la première fois où vous donnez un conseil. Oui,
Oui, je donne jamais C'est de conseils. incroyable. Oui. Ben, écoutez, un tuyau, on va dire, Ok, on le prend. prenez-le. Ne répondez pas. Ne répondez rien. Vous n'êtes pas dans l'obligation de répondre à cette entité-là. Oui, il faut pas rentrer là-dedans. Parce que tu te rappelles, toi, tu as fait un voyage astral à un moment donné, Oui. t'es venu en contact avec une entité, puis il t'a demandé, écoute, je n'ai pas de mémoire, je me rappelle plus. Il me dit, qui êtes-vous? Oui! Et là, tu as répondu, je suis de la Terre, c'est De la ça? Terre. Et tu as été ramené automatiquement dans Justement, la prison. à ce moment-là, si j'avais dit, par exemple, si j'avais cette connaissance que j'ai aujourd'hui, Ce savoir, oui, c'est parce que ce c'est un savoir, ouais. savoir. Si j'avais ce savoir à cette époque, en disant que, par exemple, je viens du plan morantiel Oui. et j'y retourne. Oui. Et là, qu'est-ce qui s'est Ben, passé? qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? Il peut pas te renvoyer sur Terre. Parce que, sais-tu pourquoi? Le plan morantiel est complètement inconnu de cette entité-là, donc tu l'aurais échec et mat. Incroyable. Donc, faut le savoir. C'est toujours le savoir. Ouais. Il faut le savoir. Donc, s'il vous pose une question, ça peut être tellement anodin. Que veux-tu? Faut faire attention, là. Répondez rien. Vous pouvez dire écarte-toi. Laisse-moi passer. Un truc comme ça. Ça, c'est le troisième Vraiment gardien. Donc, intéressant. oui, c'est intéressant. C'est le gardien qui va vous poser une question, qui va essayer de vous piéger. Et tout ça peut se faire extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'une personne qui va être en décorporation va avoir le premier gardien, tout de suite le deuxième gardien, tout de suite le troisième gardien. Ça peut se faire là, très rapidement. Et c'est souhaitable que ça se fasse rapidement. Parce que si vous restez trop longtemps dans ça, il y a un danger d'hypnose. Oui. Bon, j'ai pas nommé beaucoup de gens qui se sont sortis de la matrice, mais j'ai nommé l'exemple de Bruce Lee. Là, les gens le savent que Bruce Lee s'en est sorti. Et il a été d'une rapidité qui a laissé les autres complètement béats. Ils n'ont rien vu. Puis pourtant, ces entités-là sont extrêmement rapides. Mais ils ne s'attendaient pas tout ça. Oh non, ils s'attendaient pas du tout. Ça, était surpris. Oui, oui. Fait que lui, il a fait ça d'une rapidité. Il était rapide dans son art. Ouais. Et il a été tellement rapide dans son art que ça s'est transmis atomiquement. Et ça, dans la vidéo du rêve que je vais faire, j'espère très prochainement. Soyez patients, ça s'en vient. Dans le rêve, c'est ça qu'il faut que vous ayez des réflexes atomiques. Donc, c'est pas, vous n'allez pas aller là à penser ce que vous allez faire. Ça va être tong, 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 flam, flam, comme un art martial. Ouais, ça devient instinctif, en fait. Ouais. Oh, plus. Plus qu'instinctif. Oh, oui, atomique. L'instinct, c'est astral. Donc, et ça, c'est l'esprit qui met en avant. C'est l'esprit. Qui te dit quoi faire à ce moment-là. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de pensée, c'est automatique. Et ça les déstabilise. Oui, parce qu'ils sont coupés de leur esprit. Parce qu'ils sont vite. Ceux qui se sont fait adopter, qui ont des souvenirs des archontes alentour d'eux, ils sont vite, ces entités-là, ils vont extrêmement vite. Il faut être encore plus vite. Ouais, et l'esprit, il n'y a pas plus vite que ça. Mm-hmm. C'est un feu qui est instantané. Dernièrement, tu as fait une révélation dans ton dernier article. Ah oui? Tu parlais du corps originel. J'ai parlé du corps originel, oui. Une question par rapport à ça? Ben, de l'endroit où il est exactement. Dans la sphère lunaire. Oui, sur le blog, j'ai eu une question très intéressante d'un lecteur. C'était le moment, c'était le temps de le dire, que notre corps originel est retenu captif dans la sphère lunaire, dans un sarcophage. Moi, je vous dis sarcophage parce que ça a exactement la forme, mais c'est une technologie qui le maintient artificiellement. C'est connu, ça, c'est connu dans les écrits de Nag Hammadi. D'ailleurs, les personnes qui ont fait la matrice ont lu les écrits de Nag Hammadi et ont fait le film par rapport à ça. Ils n'ont pas sorti ça de leur chapeau, ils ont pris le texte presque mot pour mot. Et tu vois, dans la matrice, Néo se réveille, il se débranche. Oui. Bon, c'est une réalité. Nous sommes branchés artificiellement dans la sphère lunaire, notre corps d'origine.
Et à la manière du film Avatar, on est Oui. projeté ici. sous Notre forme- âme est projetée. L'âme, c'est de la mémoire. Ok. Donc, c'est notre âme est incorporée dans une forme matricielle, un corps de carbone. Mhm. Et là, ben, tu suis ta programmation. Quelquefois, le corps d'origine peut un peu se réveiller. Tout de suite, il y a des alarmes qui sont mises en place et il y a des sentinelles qui viennent pour le rendormir. Donc, des fois, les gens vont avoir des phénomènes paranormaux. C'est pas paranormaux, c'est bien souvent, dans plusieurs cas, c'est en rapport avec ça. Le corps d'origine qui va un peu se réveiller. Et il va être malheureusement réendormi le plus vite possible par les archontes. Mais c'est pas les archontes, c'est vraiment une technologie robotisée qui s'occupe de ça. En passant là, par sphère lunaire, là, ce n'est pas la lune là, que l'on voit dans le ciel là, le soir, là, l'espèce de Parce projection. que ouais, c'est une projection, c'est un Ouais, hologramme. quand je parle de sphère lunaire, là, c'est des grands entrepôts. Là, c'est pas la lune qu'on voit, c'est Est-ce qu'il y a beaucoup de... sarcophages. Ouais. Oui. Bien sûr, ce sont tous des âmes individuelles. Là, hein. Ouais, Il n'y a pas de portail organique. Je Là. comprends. Il y en a beaucoup, oui. Dans une vidéo, tu dis que ce savoir sera difficilement accessible au prochain reset. Pourquoi? La raison est très simple. Parce que plus on avance dans le reset, plus on a des connaissances technologiques, plus on a des connaissances technologiques scientifiques, plus on est capable de comprendre c'est quoi une matrice, c'est quoi un hologramme, c'est quoi un archonte. On comprend les technologies. Oui. Et s'il n'y avait pas de reset et qu'on avait la possibilité d'avoir encore plus de science, la matrice n'aurait plus aucun mystère pour l'homme. Aucun. Et c'est pour ça qu'il nous ramène toujours à l'ère médiévale, parce que va parler à quelqu'un de médiéval, va lui dire qu'il est dans un monde holographique. Même des scientifiques qui n'ont aucune idée du supramental commencent à se rendre compte qu'on est dans des réalités quantiques, la théorie des cordes, Planck, tout ça. Ces gens-là s'en rendent compte. Mm-hmm. Au début, si on t'efface la mémoire, t'es médiéval, puis que tout pour toi est superstition, et il y a le tonnerre, puis c'est une... Bon, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, pour toi, c'est presque impossible de savoir que tu es dans un programme. Tu sais même pas c'est quoi un programme. Puis tout ce qui te dépasse, tu prends ça pour... tout ce qui te dépasse devient... un miracle. Un miracle. Un miracle, c'est quoi? C'est de la technologie incomprise. Ouais, exactement. Donc, c'est pour ça que là, présentement, c'est le moment d'atomiquement emmagasiner ce savoir-là, parce que l'homme est prêt maintenant à comprendre. Il est prêt, là, tu comprends? Il est prêt à comprendre. Je suis prêt à comprendre. Mais ça m'amène une question. Si l'homme est capable de comprendre la technologie qui la manipule, parce qu'il arrive dans une ère où il comprend les technologies, pourquoi ceux qui conçoivent la matrice ne feraient pas en sorte que les gens évolueraient uniquement dans l'ère médiévale? Ouais, je comprends ta question. C'est ce qu'ils voudraient. Ils voudraient garder l'homme indéfiniment dans l'ère médiévale. Ça, c'est ce qu'ils voudraient. Comment ça se fait qu'à chaque reset, l'homme progresse et se réaccapare toujours les technologies? Et je vous ai dit dans une autre vidéo que les anciens resets étaient beaucoup plus technologiquement évolués que nous, on l'est présentement. Mm-hmm. Et la preuve de ça, c'est que moi, quand j'étais gamine, l'an 2000, pour moi, les voitures allaient voler. Pourquoi? C'est ce qu'on nous faisait dire aussi. C'est ce qu'on nous faisait dire parce que c'était dans l'inconscient collectif, parce que dans l'autre reset on devant, l'avait vécu. Oui, les voitures volaient à notre époque. Donc là, ils l'ont retardé, mais si on continuerait, bon, tout ce que nous, on considère science-fiction se réaliserait. Donc, pourquoi ils ne sont pas capables de freiner ce progrès technologique de l'homme? Une autre révélation. Ah. Oui, je ne l'ai pas dit, c'est la première fois que je le dis. C'est à cause qu'il y a, à la période de l'Atlantide, quand il y a eu le changement de la
quatrième race racine à la cinquième race racine, quand l'homme s'est fait emprisonner, il y a eu une civilisation qui s'est rendue compte de l'enfermement et de l'entrappement de la conception matricielle. Ils ne se sont pas fait entrapper comme nous et ils ont placé une technologie dans le programme archontique. Cette technologie-là, on peut la voir et elle envoie des codes périodiquement à l'homme. C'est le Chevalier Noir. Le Chevalier Noir, oui, j'ai entendu parler du Chevalier Noir. Alors, cette technologie qui est dans l'atmosphère, on va dire, matricielle, que les archontes et les reptiles ont essayé de détruire, mais par tous les moyens, n'ont jamais été capables de la détruire. Et quand on revient à l'ère médiévale, la technologie, ce satellite-là envoie des codes, et à un moment donné, il y a certains cerveaux qui sont capables de les capter et ils vont inventer des trucs, mais ils n'inventent rien. Ils vont juste rechercher cette connaissance-là. C'est comme une mémoire qui est envoyée? Non. Non, c'est pas une mémoire, c'est vraiment une pulsion. Okay. Puis le cerveau capable d'aller prendre ça et de refaire de la technologie très rapidement, en fin de compte. C'est pour ça qu'il freine au maximum. Donc la technologie évolue grâce aussi à tous ces codes qui sont envoyés. Il faut percevoir une partie des codes pour pouvoir enclencher une modernisation, une technologie qui en amène une autre parce qu'ils sont capables ensuite de capter les autres et d'évoluer. Oui. Et sais-tu pourquoi ils ne sont pas capables de détruire ce satellite-là, le Chevalier Noir? Ils ne sont pas capables de le détruire? Non. Parce que la civilisation qui l'a mis en place a changé d'univers. Elle est partie. Elle a mis en place le satellite, oui. Le Chevalier Noir. Lui, il envoie ses codes continuellement et de façon aléatoire. C'est-à-dire que le reptile ne sait jamais quand le code va être apporté. Et ces gens-là sont très rituels, sont très cycliques. Ça les dérange beaucoup. Donc, ils ne peuvent jamais prévoir quand le code va être envoyé. Ils ne peuvent pas la détruire car cette civilisation-là est partie dans un autre univers, a mis la technologie et est partie. S'il y avait des gens qui étaient restés, un archonte aurait pris un captif et il aurait été extraire de sa mémoire, justement. Et comme il a fait avec des gens de Saturne, Saturne a des anneaux protecteurs alentour de lui. Ça a été fait par un régent qui avait pas une technologie. Il y a quelqu'un qui a été capturé et ils ont volé cette technologie-là et ils s'en servent justement dans la sphère lunaire. C'est la même technologie saturnienne, mais inversée. Parce que tout est inversion ici. Ben, ça nous en apprend, c'est sûr que ça nous en apprend un petit peu plus sur le pourquoi, parce que tout s'explique. Il faut le savoir. Et Nikola Tesla, justement, a capté ces codes-là. Incroyable. Nikola Tesla a capté les codes du Chevalier Noir. Parce qu'il avait le cerveau capable... Parce qu'il avait le cerveau, exactement. Il avait le cerveau capable de les décoder. William Reich aussi? Oui. Et je parlerai dans un futur pourquoi, justement, ces cerveaux-là, comme William Reich, Nikola Tesla et d'autres, pourquoi en ce moment-là, en début du siècle, tout a parti, là. Ça a parti en grande, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une déchirure dans la matrice. Une déchirure? Oui, il y a eu une déchirure qui a duré plusieurs années, que les archontes n'arrivaient pas à... À quelle période, à peu près? Au début du siècle jusqu'en 1947, à peu près, 47, donc Roswell, c'était... Est-ce que c'est un rapport? Direct, un rapport direct. Ça va peut-être, je vais peut-être le dire une prochaine fois parce que là, on a 30 minutes, mais en 1947, justement, les écrits de Nag Hammadi ont été découverts. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont passés par la brèche, sont venus enterrer les écrits gnostiques et ont inspiré des gens à aller trouver ces écrits-là. Parce qu'on n'est pas supposé d'avoir aucune gnose. Parce qu'en fait, ces écrits avaient été brûlés dans la bibliothèque d'Alexandrie. Oui, parce qu'il faut être dans l'ignorance le plus totale.
depuis qu'on connaît les choses, et même il y a des écrits de Nag Hammadi qui ont été brûlés par la mère des deux qui ont trouvé ces écrits-là. Donc on n'a pas tout, mais ce qu'on a, ben, ça nous a permis d'aller identifier c'était qui tirait les ficelles, c'est-à-dire les archontes. Et tout, après ça, en 1984, on était à même de être au courant du mensonge, que moi j'appelle le mensonge matriciel. Et tout ça a déroulé. Vraiment intéressant. Ouais, c'est super, je pourrais en parler pendant des heures, des heures. Et j'en parlerai de l'incident de Roswell, parce que les entités qui ont trouvé ont le même suit, utilisent le même suit, c'est-à-dire le même corps synthétique. Vêtement, même corps synthétique que quand un archonte vient, là, c'est le même truc. Fait que c'est super intéressant de voir, parce que c'est les archontes qui sont allés chercher ces personnes-là aux confins de l'univers pour les aider à raccommoder la brèche, la déchirure qui s'était passée. Dans cette période-là, il y avait la guerre aussi. Et donc, pour faire diversion. Pour faire diversion. Ouais. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, mais j'aimerais que tu glisses quelques mots sur ton dernier écrit qui concerne... Oui, bien, merci de me donner l'opportunité. Et pour cet article-là, cette vidéo-là, j'ai écrit un e-book qui traite de l'histoire ajustée de Judas Iscariote. Alors, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez mettre la main sur ce e-book-là, vous venez sur le blog, le dernier article, sur la page d'accueil, le dernier article est toujours en haut à droite, vous cliquez, questions-réponses. Ben moi, je vends rien, donc sur PayPal, vous donnez ce que vous voulez, vous me spécifiez que vous voulez le e-book sur Judas, puisque j'en ai deux. J'en ai un sur Caïn et Abel. Donc, vous me laissez un message sur PayPal. Iso, envoie-moi soit Caïn ou Abel, ou soit votre dernier, qui est l'histoire de Judas Iscariote. J'ai pas hâte de le lire. Vous avez l'accent québécois tout à coup? Oui, j'espère On va dire que que ça c'est va. la vibration qui fait ça. Oui. Pour ceux que ça intéresse, venez et donnez-moi votre adresse courriel et vous allez recevoir ce nouvel e-book-là. Il y en a d'autres qui vont suivre. Et je vais essayer de mettre la section commentaires disponible pour vos questions. Je fais le mieux que je peux, mais je suis vraiment débordée. Je pense que les gens le savent. Donc, ça a été un plaisir de faire cette capsule-là avec vous. Ben, c'était vraiment... Merci pour vos questions. C'est ce qui fait que c'est intéressant, c'est que les questions sont bonnes. Pareil que sur le blog, j'ai de très bonnes questions des lecteurs. C'est ce qui fait que la richesse de l'enseignement. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir.